Salut à toutes et à tous, c'est Revanigno, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Dans cette vidéo, on va attaquer la notion de polymorphisme. Le polymorphisme, ça vient du grec et ça veut dire plusieurs formes. Avant de vous expliquer ce que c'est que le polymorphisme, en fait, on va tout de suite prendre un exemple. Je vais écrire 2-3 petites classes et on va voir dans quelles conditions, en fait, le polymorphisme peut s'appliquer, ce que c'est, à quoi il sert, etc., etc. Donc, commençons par déclarer 3 classes. On va déclarer la première classe comme étant la classe polygone, on va déclarer ensuite une classe triangle et on va finir par déclarer une classe carré. Vous l'avez compris, il s'agit de figures géométriques. Le polygone, ça va être la classe mère, parce que la classe qu'un polygone, c'est un objet, une figure géométrique de plusieurs côtés, et un triangle, bien évidemment, c'est un polygone aussi, et un carré aussi. Donc on commence avec classe polygone. Pour l'instant, on va déclarer d'abord les classes et on implémentera ensuite une fonction. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on va faire classe triangle de point public polygone et on va finir par classe carré de point public polygone également. On va implémenter une petite fonction, donc c'est tout ce qu'on va faire dans ces classes pour l'instant. Dans notre exemple là, on n'a pas besoin d'autre chose. La fonction de dessin qu'on va implémenter, qu'on va appeler draw d'ailleurs, parce qu'attention, il faut s'habituer un petit peu aux appellations, aux noms anglais, parce que même les Français, même les développeurs français, beaucoup appellent leurs fonctions en anglais, utilisent des mots anglais, parce que c'est passe-partout et que la plupart du temps c'est plus simple. Regardez, on passe de dessiner à draw, un mot qui a 4 lettres, donc bien évidemment, c'est quand même plus simple. Dans la plupart des cas, c'est plus simple. Pas dans tous, mais dans la plupart des cas. Donc en fait, on va pas débattre là-dessus dans cette vidéo, c'est pas le sujet, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous développez un programme, il faut choisir une norme d'appellation, une norme de nommage de vos membres, de vos variables, de vos fonctions, etc. Il faut pas commencer à en utiliser des tonnes dans le même programme. Si par exemple, vous choisissez la norme, voilà, fonction qui va commencer par une lettre minuscule, le deuxième mot de la fonction va être en majuscule, il faut pas faire une fonction comme ça, ensuite en faire une qui va commencer par un underscore, ensuite en faire une qui va commencer par une majuscule et terminer par des minuscules. Quand vous choisissez une norme dans votre programme, respectez-la, essayez de l'appliquer partout parce que sinon ça va porter à confusion les gens qui vont passer après vous. Donc faites quelque chose de carré, faites quelque chose de compréhensible et surtout quelque chose de cohérent dans tout votre programme en fait. Donc parenthèse fermée. Donc, ici on va faire une fonction publique qu'on va appeler donc draw, qui va être une fonction de type void, qui va rien renvoyer. Et bien évidemment on va pas dessiner des pixels à l'écran, ça sera pour une playlist OpenGL par exemple. On va simplement faire stdcout figure polygone dessiné, voilà, polygone dessiné comme ceci, et on va faire autre chose en fait pour les autres classes. Donc là on va faire la même chose en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'on va utiliser la même fonction draw et on va faire en sorte que la fonction fasse autre chose pour chaque classe enfant en fait. Donc draw, on va l'appeler exactement pareil, et l'implémentation cette fois-ci ça va être stdcout. Là on est dans triangle, on va faire triangle dessiné. Voilà, tout simplement. Bon, ce que je vais faire, je vais pas m'embêter, je vais faire un copier-coller de la fonction elle-même ici. Et là, au lieu de faire un triangle, on va mettre un carré. Voilà, comme ceci. Donc là, effectivement, on a déclaré 3 classes. Donc la classe mère, qui est la classe polygone, qui a une fonction draw, qui va simplement afficher à l'écran polygone dessiné. On a la classe triangle qui hérite de la classe polygone. La fonction draw dans cette classe-là, dans la classe triangle, elle va afficher triangle dessiné. Et on a une dernière classe qui est la classe carré, qui a également la fonction draw, et cette fonction draw elle va afficher à l'écran carré dessiné. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par un exemple très simple. On va déclarer dans le stack un polygone, un objet de type polygone qu'on va appeler poly comme ceci, et on va déclarer également un objet de type triangle qu'on va appeler tri comme ceci. Alors ici bien évidemment, bon, c'est trivial. Si je fais poly.draw comme ceci, et d'ailleurs je vais faire aussi tri.draw, et bien là, en fait, voilà, tout simplement, si je lance mon programme, on va avoir un comportement qui est bien évidemment attendu. On va avoir polygone dessiné, triangle dessiné, puisque de toute façon, ce sont des instances d'objets qui sont déclarées dans le stack. Donc bien évidemment, le comportement est attendu. Lorsqu'on appelle la fonction draw pour l'objet poly, qui est un objet de type polygone, et bien c'est cette fonction-là qui va être appelée, donc la fonction draw qui affiche polygone dessiné, et pour le triangle bien évidemment c'est cette fonction là draw qui va afficher triangle dessiné à l'écran. Maintenant on va faire quelque chose et on va se rendre compte qu'il y a des petites subtilités et que l'héritage en fait dans certaines conditions ça peut être assez ambigu finalement. Regardez, si maintenant je déclare un pointeur de type polygone, enfin un pointeur qui va pointer vers un objet de type polygone, je rappelle qu'un pointeur ça n'a pas de type, là un pointeur de type polygone comme ceci, il fait 8 octets, il stocke l'adresse
l'adresse d'un objet de type polygone. Donc je le répète quand même pour bien être clair là-dessus. On va l'appeler ptr to, je ne sais pas, par exemple poly, et on va lui assigner l'adresse pour commencer de poly. Voilà, comme ceci. Oh, j'ai oublié l'ampersand. Voilà. Donc là, maintenant, si je fais ptr to, est-ce qu'il est, il est là. Alors c'est petit parce que moi j'ai zoomé un petit peu, mais je bosse sur mon écran de droite, hein, donc je bosse en fait directement dans OBS. Donc c'est pas très pratique, mais j'ai pas le choix. Si vous voulez pas que j'ai la tête comme ça, qu'on m'entende plus au micro, j'ai pas trop le choix. Donc voilà ce que je suis obligé de faire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pointer to poly, Joe. Alors ici, j'ai utilisé un opérateur qu'on n'a pas encore fait. Ne vous inquiétez pas, je vais probablement le voir dans la prochaine vidéo. C'est l'opérateur flèche. En fait, l'opérateur flèche, rapidement, hein, avant de se plonger dans le reste de la vidéo, juste pour que vous compreniez ce qui se passe ici, l'opérateur flèche, c'est un petit peu comme un opérateur de déréférencement. Ça permet d'accéder, lorsqu'il s'agit d'une classe par exemple ou d'un struct, ça permet d'accéder en fait aux méthodes et aux membres qui se trouvent dans l'objet qui est pointé par le pointeur, et là en l'occurrence par ptr to poly. Donc ça permet en fait de déréférencer en quelque sorte, hein, c'est pas vraiment ça, mais c'est pour que vous compreniez dans le cadre de la vidéo, ça permet de déréférencer ptr to poly. On va se retrouver avec en fait un objet de type polygone, et là en fait on pourra faire directement appel à la méthode draw. Donc là, si je lance mon programme, on n'a pas de problème, on a le résultat escompté qui est polygone dessiné. Maintenant, que se passe-t-il si je fais ceci? C'est autorisé. C'est autorisé parce que, déjà faut le dire, il faut expliquer pourquoi c'est autorisé. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de convertir un pointeur de type polygone, donc un objet de type polygone, vers un objet de type triangle. Pourquoi c'est autorisé? Eh bien, un triangle, c'est un polygone. C'est un objet qui hérite, c'est une classe, hérite de la classe polygone. En revanche, l'inverse n'est pas possible. Ceci n'est pas possible. Regardez ceci, triangle pointeur, on va l'appeler PTR, peu importe, égale adresse de poly. Ceci, ce n'est pas autorisé. C'est pas autorisé parce qu'un polygone, ce n'est pas forcément un triangle. Si vous voulez, l'héritage, il ne va que dans un sens. Il va de haut en bas. Le polygone, lui, il va pouvoir se transformer en fait en n'importe quel objet d'une classe qui hérite de lui. Néanmoins, un polygone, ce n'est pas forcément un triangle. Et si on avait fait une classe qui héritait de triangle, comme par exemple triangle équilatéral ou triangle isocèle, qui est un triangle encore plus spécifique qu'un triangle normal, eh bien, il est évident qu'un polygone, c'est encore moins un triangle spécifique, c'est encore moins un triangle isocèle ou équilatéral. Donc vous comprenez pourquoi il est possible de faire pointer un objet de type polygone vers un triangle, parce qu'un triangle c'est un polygone, mais il n'est pas possible de faire pointer un polygone vers un triangle parce que un polygone ce n'est pas forcément un triangle. Et donc il y a forcément ambiguïté, et donc le compilateur préfère nous renvoyer une erreur. Donc ceci n'est pas possible, je vais le supprimer. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si on fait ça? À votre avis, là en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a déclaré un pointeur vers un objet de type polygone, mais on a attribué l'adresse d'un objet de type triangle. Si j'appelle la fonction draw maintenant, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Exécutons le programme et voyons par nous-mêmes. On a polygone dessiné. Ah, mais c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Enfin, ça dépend. Si vous voulez faire en sorte que, eh bien, votre objet polygone, ce soit un polygone, il n'y a pas de problème. Néanmoins, là, on a explicitement dit au compilateur, voilà, on veut que notre objet polygone, on veut que le pointeur de type polygone pointe vers l'objet triangle. Donc, si on fait ça quelque part, c'est qu'on a envie que notre objet soit vu comme un objet de type triangle. On veut pas que ça soit vu comme un objet de type polygone. Donc, pourquoi est-ce qu'ici, on a polygone dessiné et pourquoi est-ce qu'on n'a pas triangle? Parce que si on faisait tri.draw, on aurait bien un triangle dessiné. Regardez, si je relance le programme, on a bien triangle dessiné. Pourtant, après, on a assigné ptr to poly à l'adresse de tri, mais le fait d'appeler la fonction draw après, ça nous appelle la fonction ici, polygone dessiné, la fonction draw de la classe polygone. Donc pourquoi ce changement de comportement? Pourquoi est-ce que là, on a bien triangle dessiné qui s'affiche, et pourquoi est-ce qu'ici, on a polygone dessiné qui s'affiche? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le polymorphisme. C'est ça le polymorphisme. En fait, le polymorphisme, c'est le fait de pouvoir manipuler un objet d'une classe enfant comme si c'était un objet d'une classe parent. En fait là, ici, on a le droit de le faire, donc on a le droit, si vous voulez, de considérer que notre objet triangle est un objet de type polygone. Néanmoins, étant donné qu'on a assigné notre objet triangle à un pointeur de type polygone, eh bien notre objet triangle, il est vu comme un objet de type polygone et le compilateur le considère comme un objet de type polygone. Mais il est possible de faire quelque chose pour remédier à cela. Il est possible, lorsqu'on décide de faire ça, donc je donne juste un petit exemple qui revient
reviendrait exactement au même. Si je fais polygone PTR, donc on va l'appeler simplement PTR, celui-là new triangle, ceci c'est la même chose. Là simplement on a alloué dynamiquement de la mémoire. Là on l'a pas fait, là on est dans le stack, parce que regardez, on déclare un objet, on déclare deux objets dans le stack, et là en fait simplement on fait pointer un pointeur vers l'adresse d'un objet qui est alloué dans le stack. Donc on fait pas d'allocation dynamique de mémoire. Ici on en fait. Et si je fais PTR, donc si j'appelle la fonction draw sur PTR, on va avoir exactement le même résultat. Voilà, on a polygone dessiné. Donc là, vous voyez bien que le fait d'allouer dynamiquement dans le stack, ça revient exactement au même que d'allouer en fait, d'assigner l'adresse d'un objet de type triangle à un pointeur de type polygone. Ces deux codes-là, en termes de polymorphisme, ça revient exactement la même chose. Du coup, comment est-ce qu'on pourrait faire ? Donc, je vais supprimer ceci pour faire en sorte qu'en fait le compilateur comprenne ce qu'on veut faire. Dans notre cas de figure, ce qu'on veut, c'est se servir de pointeur PTR to poly comme étant un pointeur vers un objet de type triangle, puisqu'on a passé l'adresse mémoire d'un objet de type triangle. Et bien pour ce faire, on va introduire un nouveau mot-clé qui s'appelle le mot-clé virtual. Le mot-clé virtual, en fait, il va se placer devant une fonction et il va permettre en fait de dire au compilateur, attention, cette fonction-là, je la déclare comme virtual. Ça veut dire probablement que dans les classes enfants, on va se servir de la même fonction, mais lorsque tu appelleras cette fonction, cette méthode sur une classe enfant, eh bien tu n'appelleras plus la méthode de la classe parent, tu appelleras bien la méthode de la classe enfant. Je vais vous montrer un exemple pour que ce soit plus parlant. Donc on va placer le mot virtual avant la fonction draw, et en fait le simple fait de faire ça, maintenant si je lance le programme, regardez, on a bien triangle dessiné deux fois. Donc ça veut bien dire que ici, l'appel à la fonction draw a bien été fait en fonction du fait que la méthode draw est virtuelle et que maintenant le compilateur comprend que, étant donné qu'il s'agit d'un objet de type triangle, on n'appelle plus cette fonction là, on appelle la fonction adéquate, c'est-à-dire la fonction draw déclarée dans la classe triangle. Alors pour être encore plus clair, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va marquer cette fonction draw pour le triangle comme étant override. On va se servir d'un nouveau mot-clé qui est le mot-clé override. En fait, le mot-clé override, il n'est pas forcément utile ici, il n'est pas nécessaire. Néanmoins, le fait de le mettre pour vous-même et pour les personnes qui passeraient après vous pour lire votre code, ça nous permet en fait de comprendre que cette fonction est virtuelle. C'est-à-dire que cette fonction a été déclarée dans une classe parent et que cette fonction est, comme je le dis, virtuelle et que du coup, elle possède une implémentation différente en fonction de la classe de laquelle on l'appelle, enfin de l'instance de l'objet qui y fait appel. Là, en l'occurrence, on comprend bien que cette fonction-là, c'est une implémentation de la fonction draw pour le triangle. Ici, on fait pareil, on met le mot-clé override et comme ça, on comprend bien en fait que nos fonctions sont override, c'est-à-dire qu'elles écrivent par-dessus, effectivement, l'implémentation de nos fonctions, écrit par-dessus l'implémentation de la fonction de la classe mère qu'on a évidemment déclarée comme étant virtuelle. Donc maintenant, évidemment, si je lance le programme, voilà, on a exactement le même comportement. Comme je vous le dis, le mot-clé override, c'est vraiment pour préciser à nous-mêmes et aux gens qui passeraient après nous que ces fonctions sont des fonctions virtuelles. Alors, vous pouvez aussi mettre virtual devant les fonctions des classes enfants. On ne sait jamais, peut-être que vous aurez envie d'implémenter une autre surcharge parce que vous aurez une classe qui héritera de votre classe triangle, dans ces cas-là, par exemple. On ne sait jamais, donc vous pouvez très bien le faire, vous pouvez faire ça. Et de toute façon, vous reconnaîtrez vos fonctions qui ne sont pas des fonctions de la classe de base parce que vous aurez mis le mot-clé override ici. Là, vous pouvez pas le mettre. Regardez, si je le mets, voilà, on va avoir une erreur. Et l'erreur, c'est une fonction membre déclarée avec le modificateur override ne remplace pas un membre de la classe de base. Autrement dit, plus simplement dit, on ne peut pas placer le mot-clé override dans une méthode de la classe de base. Ce n'est pas possible puisqu'on override rien. Là, c'est la fonction de la classe de base. Donc, c'est la première fonction dans la hiérarchie de notre héritage de classe. Donc, on ne peut pas la mettre. Ici, effectivement, on peut la mettre puisque de toute façon, la fonction draw ici, eh bien, c'est une fonction qui est une surcharge. Le polymorphisme, c'est un petit peu comme la surcharge de fonctions qu'on a vu au début de cette playlist. Effectivement, là, on voit bien que nos fonctions, nos méthodes, parce que c'est des fonctions dans une classe, donc vaut mieux les appeler méthodes, et bien nos méthodes, on voit bien qu'elles ont le même nom, donc elles ont la même signature. Néanmoins, l'implémentation est différente. Regardez, on n'affiche pas la même chose. Et à partir du moment où il n'y a ne serait-ce qu'une petite différence dans l'implémentation d'une fonction et de l'autre, ce n'est plus la même fonction, ce n'est plus le même corps. Donc ici, on est bien dans une surcharge de la fonction principale, c'est-à-dire la fonction de base de la classe mère polygone. Alors juste une petite correction ici, la comparaison entre une fonction virtuelle et une surcharge de fonction, c'est pas vraiment une bonne comparaison, à savoir parce qu'une méthode virtuelle, c'est plus comme une redéfinition de la fonction que comme une surcharge. Il faut savoir qu'une fonction surchargée, elle n'aura pas la même signature que la fonction de base. Effectivement, une fonction surchargée, elle varie par rapport à son nombre de paramètres, alors qu'une méthode virtuelle a la même signature que la méthode se trouve dans la classe de base et doit impérativement avoir le même nombre d'arguments, le même
même nombre de paramètres. Par conséquent, il vaut mieux comparer une méthode virtuelle avec une redéfinition d'une fonction plutôt qu'avec une surcharge de fonction. Voilà pour cette petite vidéo sur le polymorphisme. Il y a évidemment bien d'autres choses à savoir qui sont en fait des conséquences du polymorphisme, comme par exemple la notion de classe abstraite, la notion d'interface. On verra tout ça dans des vidéos futures. Je pense que la prochaine vidéo que je vais faire, ça sera sur l'opérateur flèche. Après, peut-être que j'enchaînerai sur le mot-clé this. Je verrai bien de toute façon ce que je décide de faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Ciao, ciao!